Si vous ne respectez pas ces points-là, vous êtes mort. Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous fais une deuxième vidéo consécutive à celle de la semaine dernière par rapport aux immeubles de rapport. J'ai eu pas mal de questions et on m'a demandé de vous lister les points d'attention sur lesquels vous devez focaliser vos visites lorsque vous êtes en prospection d'un immeuble de rapport. Il est ici important toujours de bien noter ce que je vous dis dans les vidéos parce que ça peut vraiment beaucoup vous aider. Certes, il y a la checklist que je vous mets ici, que vous pouvez télécharger qui vous permettra de ne rien oublier. Et en complément, vous pouvez rajouter tout ce que je vais vous lister ici dans cette vidéo. Le premier point que vous devez vraiment vérifier avec attention, en mettant vraiment le petit doigt sur la couture sur celle-ci, c'est l'état de la toiture. Car si vous avez une toiture qui est vieillissante et que vous refaites des appartements et que 6 mois après, il y a des infiltrations d'eau qui viennent, alors vos travaux n'auront servi à rien. Vous devez toujours donc commencer la visite de votre immeuble de rapport en posant des questions sur la toiture et en exigeant de l'actuel propriétaire, donc le vendeur, de vous fournir les factures d'entretien, de réparation éventuelle qu'il a dépensées sur son immeuble qu'il vous vend. Il est vraiment important de faire ça parce que si vous achetez un bien immobilier qui a des tuiles et que ces tuiles sont fissurées, qu'il y a des nids d'oiseaux dans les gouttières et que les gouttières débordent et qu'elles débordent du côté de l'intérieur de l'immeuble, créant des infiltrations d'eau chez vos locataires qui sont sous la toiture, alors vous allez avoir beaucoup de problèmes, déjà au niveau de vos locataires, mais surtout au niveau du bâtiment parce que l'ennemi numéro 1 du bâtiment, c'est l'eau. Donc si vous n'êtes pas sur un bâtiment qui est sain et que la toiture n'est pas bonne, vous vous exposez vraiment à de gros problèmes. Deuxième point important, regardez bien l'état de la cave ou du vide sanitaire. Si vous achetez un bien immobilier qui a été construit dans les années 50-60, alors c'était déjà l'époque du béton armé et très souvent, il y a déjà des vides sanitaires ou des caves, voire des parkings, c'est encore mieux, en sous-sol de l'immeuble. S'il n'y a rien de tout ça, ayez vraiment avec attention un œil aiguisé sur l'état des peintures situées en bas des murs du rez-de-chaussée. S'il y a de la moisissure, n'hésitez pas pour ça à tirer un petit peu les meubles, à regarder si la peinture est un petit peu molle ou si il y a tout simplement des odeurs un petit peu nauséabondes. S'il y a ces symptômes-là, ça veut dire que votre immeuble a de la moisissure et a des remontées d'humidité, a de la capillarité. La capillarité, c'est quoi? C'est lorsque vous posez, vous remplissez, vous savez, une cuillère à café d'eau, vous posez un sucre dedans, vous voyez l'eau qui remonte dans le sucre. C'est pareil. Dites-vous que votre mur en béton ou en ciment, c'est du sucre et vous avez l'eau qui monte à l'intérieur. Et si vous avez de l'eau qui monte dedans, la peinture ne tient pas, le plâtre ne tient pas, la moisissure s'installe, les champignons, les odeurs, etc., etc. Vous devez donc toujours faire attention à avoir un bâtiment qui est extrêmement sain au niveau donc des murs du rez-de-chaussée. C'est vraiment important que vous regardiez ça. Et s'il y a une cave, alors regardez à la cave. S'il y a des odeurs dans la cave, cela peut peut-être se soigner rapidement avec simplement une ventilation. Donc faites vraiment attention parce que parfois ces parties ne sont pas forcément accessibles et si vous n'y avez pas accès, vous ne devez absolument rien signer tant que vous n'avez rien vu. C'est excessivement important. N'hésitez pas à faire appel à un expert en bâtiment qui pourra peut-être venir voir, vous dire par où est-ce qu'on accède au vide sanitaire. Si vous avez des doutes par rapport aux moisissures, c'est un problème qui va durer des décennies. Donc faites attention de bien acheter des biens qui ne vous poseront pas de problème sur la durée. Troisième point important, l'étanchéité des fenêtres. On va parler du deuxième problème lié à l'eau, c'est que l'eau peut également rentrer par les fenêtres. Donc pour les fenêtres, qu'est-ce que l'on fait? Vous regardez simplement au niveau de la neige. Vous savez, c'est l'appui de fenêtre, c'est la partie qui est située sous la fenêtre. S'il y a de l'humidité, s'il y a des joints qui sont un petit peu noirs, s'il y a de la peinture ou du papier peint qui gondole, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée là. Ça peut peut-être se soigner très simplement en remplaçant le joint de la fenêtre. C'est ce qui arrive dans la plupart des cas et heureusement, c'est ce qui coûte le moins cher à réparer. En revanche, si vous avez des fenêtres en bois qui sont complètement moisies et pourries et que l'eau rentre vraiment dès que la pluie vient du nord et que l'inclinaison fait que l'eau va pénétrer dans le bâtiment, alors là, vous pouvez tout de suite prévoir de refaire l'étanchéité autour de la fenêtre et de remplacer la fenêtre en totalité. Ce sont des choses qui vont avoir un coût. N'hésitez pas à compter 800 à 1500 € TTC pour remplacer une fenêtre et la reprise de l'étanchéité qu'il y a avec. C'est vraiment ici très important d'être vigilant sur ce point-là parce que certes, votre bâtiment va sûrement survivre à ces problèmes-là, mais votre locataire à l'intérieur, lui, va vivre avec les odeurs, avec les infiltrations, avec les taches d'eau qu'il va y avoir au bas de la fenêtre dès qu'il va y avoir des intempéries. Donc, c'est vraiment important de veiller à la qualité de votre bien si vous voulez que votre locataire soit lui-même de qualité. Autre point sur lequel vous devez être le petit peu sur la couture, c'est que vous devez regarder les murs porteurs. Y a-t-il des fissures? Est-ce que les fissures, s'il y en a, sont-elles verticales, horizontales? Sont-elles étroites? Sont-elles très fines? Sont-elles assez larges? Sont-elles fines d'un côté et larges de l'autre? Est-ce qu'elles font une lézarde? Est-ce qu'elles sont plutôt en forme de diagonale et traversantes sur un mur? Ce sont des choses qui sont importantes. Et sachez que dans les bâtiments anciens, les bâtiments qui sont d'avant les années 50, tous les murs sont porteurs. Lorsqu'on a eu la maîtrise du béton armé et qu'on a commencé à faire des structures en poteau-poutre
dans les bâtiments récents, alors on a commencé à faire vraiment des murs très porteurs et des murs de refend qui sont là pour cloisonner, mais qui ne sont pas des murs porteurs. Donc faites attention à ça, parce que si vous achetez un appartement en vue de l'agrandir pour passer par exemple d'un salon avec une cuisine ouverte, pour ça il faut peut-être abattre un mur porteur. Si le mur est porteur et qu'il y a 10 étages au-dessus, ça peut être très embêtant pour vous. On ne peut pas toujours tout solutionner en mettant juste un IPL. On peut mettre un IPL s'il y a 1 ou 2 étages au-dessus, mais s'il y a beaucoup plus, alors ça devient beaucoup plus compliqué de toute façon. De toute façon, si vous avez un doute sur la qualité du mur, sur sa portance, sur son rôle dans le bâtiment dans sa totalité, avant d'y toucher, vous devez impérativement faire appel à un professionnel, parce que lui il va vous dire si le mur va porter, il va faire des calculs de répartition de charge, etc., etc. Et il va vous valider ou non le fait que vous puissiez ouvrir ce mur-là ou pas. Donc c'est vraiment, ici c'est important, surtout en copropriété, ou pour lequel, pour toucher un mur porteur, vous devez avoir l'autorisation de la copropriété, parce que tout ce qui est porteur, plancher et mur, font partie de la propriété complète de la copro. Un autre point important, vous savez très bien que depuis le 1er janvier 2023, nous n'avons plus le droit de louer ou d'augmenter les loyers pour les appartements déjà loués pour tous les biens immobiliers dont le DPE est classé F ou G. Donc faites vraiment attention à ça, parce que vous êtes maintenant dans l'obligation de réaliser des travaux, alors certes avec beaucoup d'aide de l'État par rapport à ça, mais ce sont tout de même des travaux qui sont très très onéreux, et bien souvent les aides ne permettent pas de subvenir à la totalité des besoins. Vous devez donc ici focaliser à chaque fois votre attention sur les DPE. Et bien sûr, si c'est un propriétaire qui vous vend le bien immobilier sans passer par une agence, il peut être tenté de vous donner le DPE qu'il avait fait il y a 10 ans lorsque lui a acheté. Mais non, les DPE ont changé, les méthodes pour les réaliser sont différentes. Et si vous passez par une agence immobilière, ils savent très bien qu'ils sont contraints de faire de nouveaux DPE lorsque le bien va être remis en vente. Faites donc très très attention à ça. Donc vérifiez bien que le bien a une qualité énergétique suffisante, sauf si vous envisagez de tout refaire. Dans ces cas-là, achetez du G et puis refaites la totalité. C'est pour ça que ça a été fait. Mais si vous avez un appartement qui vous intéresse, que vous faites une proposition de prix sur la base d'un DPE qui a été fait il y a 10 ans, alors non, ça ne vaut absolument rien, parce que la méthode a complètement changé. Autre point important, c'est sur les compteurs d'électricité, de gaz et d'eau. Est-ce que chaque appartement de votre immeuble a bien son lot séparé? Pourquoi? Parce que si vous avez un immeuble qui est constitué de 5 appartements et que chaque appartement a son palier, et que vous envisagez de faire de 5 T4, 10 T2, donc de diviser en 2 chaque appartement, vous allez passer de 1 appartement à 2 appartements par étage. Donc pour la mairie, il va y avoir création de logement. Il n'y aura pas de création de surface, on est bien d'accord, il y aura juste création de logement. Qui dit création de logement dit autorisation de la mairie. Et la mairie, dans 80% des cas à peu près, ça peut être 100% dans certaines villes, va vous demander l'achat d'une place de parking, car qui dit création de logement dit qu'il va y avoir besoin d'avoir un nouveau parking. Pourtant, dans un T4, vous pouvez vivre à 5 ou 6 personnes. Là, on va vivre à 5 ou 6 personnes bien dans 2 T2, 3 personnes par T2. Et bien pour autant, il n'y a pas plus d'occupants dans l'immeuble, mais il faut une place de parking. Ça paraît ridicule, mais c'est comme ça. Et les mairies peuvent vous imposer, avant de vous donner le précieux papier qui va vous permettre de faire une division officielle, de vous imposer d'acheter une place de parking. Ça peut être donc très très contraignant par rapport à ça. Donc faites attention de toujours bien maîtriser les règles d'urbanisme, de faire plusieurs rendez-vous avec eux, pour savoir si vous avez le droit de diviser officiellement sans avoir obligatoirement à acheter une place de parking ou non. Également, si vous achetez un bien immobilier qui est déjà loué, là vous allez devoir regarder si les locataires en place sont de qualité ou pas. Est-ce qu'ils sont tous à jour de leur loyer? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Est-ce qu'ils entretiennent bien leur bâtiment? Est-ce que les relations sont bonnes? Est-ce qu'il n'y a pas un locataire qui fait la nouba toute la nuit, de minuit à 5 h du matin, et qui empoisonne littéralement la vie des autres locataires? Ça fait partie des questions que vous devez poser aux locataires lorsque vous allez visiter l'appartement qu'ils vendent, parce qu'ils ne le vendent pas, ils sont locataires, mais c'est l'immeuble qui est vendu en totalité. N'hésitez pas à demander, alors est-ce que ça se passe bien dans l'immeuble, dans le quartier, est-ce que la vie est sympa, est-ce que ça se passe bien avec vos voisins, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Et là, s'il y a un problème, il n'hésitera pas à vous le dire. En revanche, si vous ne lui posez pas de questions, alors il ne vous dira peut-être rien. Donc voilà, c'est vraiment ici très important de poser ce genre de petites questions. Il faut les poser gentiment, vous n'allez pas rentrer dans l'intimité de la personne, vous allez juste poser des questions sur l'état global et l'ambiance du bien que vous convoitez. Également, soyez attentif à une chose, c'est est-ce que vous allez être propriétaire réellement à 100% d'un immeuble? Je dis ça parce que si vous achetez un immeuble qui est sur un terrain et qu'il y a un tout petit bout de ce terrain qui appartient à un autre propriétaire qui est le cousin du cousin du cousin de l'actuel propriétaire, parce que c'est une indivision qui ne s'est jamais terminée, alors ça veut dire qu'il y aura 2 propriétaires sur une seule et même parcelle, et que donc vous serez obligé de faire une copropriété. Et là, ça va vous empoisonner la vie, donc faites toujours attention de bien être 100% propriétaire du bien que vous souhaitez acheter. Autrement, ça ne sert absolument à rien d'acheter un immeuble de rapport. Le gros avantage de l'immeuble de rapport, c'est d'être 100% maître à bord, d'être 100% propriétaire
du bien que vous achetez. Profitez-en aussi pour focaliser votre attention sur le type de chauffage. Est-ce que c'est une chaudière fuel? Est-ce que c'est une chaudière gaz? Est-ce que c'est gaz de vide? Est-ce que c'est une citerne enterrée? Est-ce que c'est de l'électrique? Est-ce que c'est du plancher chauffant? Donc regardez bien ça, car même si ce sont des charges qui seront entièrement récupérables, ça va quand même être à votre locataire de les payer. Et si votre locataire paye trop de charges pour se chauffer, eh bien il partira. Parce qu'il n'a peut-être pas forcément les moyens de payer 500 € de loyer plus 200 ou 300 € de chauffage. Vous devez donc être vraiment très attentif sur la qualité du chauffage et le coût des charges que votre locataire va devoir payer. De base, je vous recommande à ne pas dépasser 10 à 15% du loyer hors charge en charge. Donc si vous avez 500 € hors charge de loyer pour un appartement, ne faites pas payer à votre locataire plus de 75 € de charge. Si bien sûr le chauffage est inclus et qu'il y a un gardien, qu'il y a des espaces verts et qu'il y a vraiment une copropriété qui dépense beaucoup, mais que votre locataire est capable de les payer parce qu'avant tout, c'est un logement de standing, alors effectivement, dans ces cas-là, cette règle ne marche pas. Et enfin, dernier point qui paraît évident, c'est la qualité des parties communes. Est-ce que les parties communes sont entretenues? Est-ce que vous avez des boîtes aux lettres avec le nom des locataires qui est bien écrit? Est-ce que les boîtes aux lettres sont en bon état? Est-ce que la porte d'entrée est sécurisée? Est-ce que la peinture est belle dans les parties communes? Est-ce que l'éclairage fonctionne bien? Est-ce que les marches d'escalier sont propres? Est-ce qu'il y a un contrat avec une société de ménage qui vient faire le ménage une fois par semaine par exemple, etc. etc. Je dis ça parce que ça m'est arrivé de voir des immeubles de rapport où lorsque vous arrivez, vous avez des piles de journaux publicitaires qui n'ont pas été évacués depuis 2 ans, vous avez des poussières qui s'accumulent là où on ne pose pas les pieds dans l'escalier, donc dans le coin des marches et sur les rebords, vous avez des barreaux cassés au niveau des rampes de l'escalier, et vous devez donc être très attentif à ça parce que l'état des parties communes joue un rôle tout aussi important que la qualité de l'appartement dans la décision du locataire de prendre ou non votre logement. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!